Bon, eh bien, dans ce cas-là, je vais commencer. Donc déjà, merci Aurélien, merci pour ce compte-rendu de ton action depuis 1 an, en réalité depuis 3 ans. Évidemment, tout ce que dit Aurélien nous intéresse et nous concerne très directement, mais pour ma part, je vais me concentrer sur notre quotidien et sur une autre échéance qui va nous occuper prochainement. Je parle évidemment de Montrouge et des élections municipales de mars 2026, qui arrivent plus vite qu'on ne pense. Montrouge, c'est notre ville à toutes et tous. Ce sont nos rues, nos logements, nos souvenirs, parfois d'enfants. C'est une ville-village à taille humaine. On y croise souvent les mêmes gens, les gens qu'on connaît. On connaît les commerçants, les gens qui s'y promènent. Et c'est une ville qu'on aime tous. Ce qui est moins aimable, ce sont les politiques qui y sont menées depuis des années. Avec l'arrivée des beaux jours, on sait tous que la chaleur y est insupportable, par exemple, dans cette salle. Que la canicule, dans une ville qui est entièrement classée comme îlot de chaleur, est pour tout le monde une épreuve, et pour certains même une douleur, et à laquelle il faut tant bien que mal s'adapter, et parfois même survivre. Rien n'est fait depuis des années pour pallier à la canicule. Nous avions présenté pourtant avec notre groupe Montrouge écologique et solidaire au conseil municipal un plan d'adaptation à la canicule. Il y a 4 ans déjà de cela. Un plan qui s'inspirait de celui de Paris, qui prévoyait par exemple l'utilisation de la salle du Beffroi comme lieu d'accueil d'urgence pour la journée et les nuits quand les chaleurs sont étouffantes plusieurs jours, voire semaines d'affilée. On avait également proposé que le projet de géothermie inclue un volet de refroidissement. Que ce soit mis à l'étude, au moins, le projet d'un réseau de refroidissement de certains immeubles de la ville. On avait proposé aussi une charte des promoteurs immobiliers, comme ce qui existe à Bagneux et à Malakoff, et qui forcerait les promoteurs à construire des immeubles mieux-disants en matière d'isolation thermique pour l'été comme pour l'hiver. Et aussi une charte qui permettrait des prix abordables. Car on le sait, la plus grande préoccupation des Montrougiens et des Montrougiennes, eh bien, c'est le logement. Par son prix d'abord, et je remercie Aurélien de porter la question du plafonnement des loyers en petite couronne, dispositif qui est pour l'instant réservé à Paris intramuros. Rien n'arrête la spéculation immobilière dans notre ville, que l'arrivée du métro, il y a 10 ans, n'a fait que renforcer. C'est le prix donc, comment se loger dans une ville qui est surdensifiée, à un coût abordable. C'est aussi celle, non seulement de la disponibilité, mais aussi de la qualité du logement social. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne à Montrouge. En fonction de l'office HLM, les conditions se dégradent à vue d'œil et rien n'est fait par la mairie pour même mettre la pression aux bailleurs. Que ce soit l'absence prolongée de poubelles à Boutroux, l'absence tout court d'ascenseurs à Camille Pelletan qui fait que certains résidents ne sortent plus de chez eux, ou bien l'insalubrité des logements à la Solo. Le pire n'est d'ailleurs pas toujours chez les bailleurs privés, mais parfois tout simplement dans les logements de l'ancien bailleur de la ville. Montrouge Habitat, que le maire a vendu à Issy-les-Moulineaux, à André Santini, pour ceux qui le connaissent un peu. Il s'est donc débarrassé au passage de toute responsabilité vis-à-vis des locataires. Pour lui, il n'est responsable de rien. Sauf que ça n'a pas à être le cas. Le maire pourrait très bien convoquer son bailleur et engager le rapport de force qui est nécessaire pour faire respecter les droits des locataires à un logement digne. Mais bon, c'est la technique préférée du maire, en l'occurrence. Il se débarrasse des problèmes et du social avant tout. Et on ajoute à ça un peu de greenwashing au passage, et puis c'est parfait. C'est un gâchis immense. Ce n'est pas notre vision de la politique, a fortiori de la politique locale, quand il s'agit du quotidien des gens. Notre vision n'est pas celle d'un maire qui mène des fausses consultations sur ses projets d'urbanisme pour finir par simplement imposer le projet qu'il voulait de toute façon, au mépris de l'avis exprimé par les habitants. C'est ce qu'il a fait par exemple aux Halles, pour ceux qui connaissent, dans le quartier de Châtillon-Montrouge, avenue de la Marne, où il va raser le petit marché qui existe, qu'il a fait construire d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et l'ancien bâtiment des éditions législatives. Tout ça pour le remplacer par 3 immeubles, dont le plus haut sera de 15 étages. Et le projet retenu n'est pas celui qui avait été choisi par les habitants. Alors, une consultation, c'est ce qu'il n'a même pas fait avec le square Schumann, tout occupé qu'il était à garantir une privatisation d'un lieu végétalisé au profit d'un restaurant qui bénéficiera de 18 millions d'euros de travaux. Alors mon collègue Antoine Mouchez me disait 20 millions d'euros même, pour offrir un cadre bucolique à ses clients, quoi. Mais la biodiversité qui existait avant dans le parc,
a disparu, a été complètement rasé. Et on ne sait pas aujourd'hui si les oiseaux et les insectes qui peuplaient le square reviendront après. Le maire vient de lancer 2 autres consultations, pour ceux qui ne seraient pas au courant. La première, c'est sur le plateau de la Solo. Il veut refaire pour, je le cite, « partager le plateau tout en garantissant la tranquillité des riverains ». Alors moi je comprends, virer les jeunes qui font trop de bruit et qui créent un climat d'insécurité. Donc c'est un projet à 5 millions d'euros de gentrification et qui risque fort de se faire contre les habitants de la solidarité elle-même. Et surtout contre les jeunes du tout Montrouge qui profitent de cet endroit, qui est le seul dans Montrouge qui leur est quasiment dédié. Et la deuxième, c'est celle qui est relative au quartier Campus Montrouge. C'est un nom un peu chic pour le projet du maire qui se construit dans le quartier de l'actuelle fac dentaire, derrière l'avenue Émile Boutroux et le collège Douaneau. La centrale de géothermie, qui a été promise maintenant depuis 6 ans, qu'on attend, doit y être construite. Le quartier accueillera également une nouvelle faculté des STAPS, c'est ce qu'on appelle des études de sport. Je pense, c'est ça, ouais. À quoi va ressembler ce quartier? Qui est concerné? On ne sait pas. Ça reste flou. Le maire est même incapable en conseil municipal, c'est vous dire, de nous expliquer à qui va profiter l'énergie qui va être produite par la centrale de géothermie. Il ne peut pas nous dire. Les seules promesses que tient le maire, en l'occurrence, ce sont les promesses du tout sécuritaire et du moins-disant social. Alors, de toute façon, ce sont souvent les 2 faces d'une même pièce. Le maire aime à répéter en conseil municipal et un peu partout là où il va que la sécurité est la première des libertés. Ce qui est évidemment faux, mais qui a le mérite de rimer, donc j'imagine que ça lui évite d'avoir à penser aussi. Il a donc fait installer 195 caméras sur 2 km². Alors c'est pas un record, parce qu'à Puteaux il y en a 3000, donc on a encore un peu de marge. Et qui sont maintenant pilotés par une intelligence artificielle. Et ce, de façon tout à fait illégale. À quoi sert ce logiciel d'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il a d'intelligent, disons? On ne sait pas. Alors on devine à peu près, dans le Montrouge Mag, ici ou là, son utilisation, et en allant faire du porte-à-porte, de ce qu'on nous dit, il semblerait que ce soit utilisé pour faire de la verbalisation de stationnement gênant. On pense aussi, potentiellement, que c'est aussi pour repérer en temps réel des attroupements de jeunes, principalement. Mais comme il n'y a pas d'étude d'impact, en tout cas c'est ce que me dit la CNIL, impossible de contrôler son utilisation. J'ai donc pris la seule mesure qui s'imposait à nous. J'ai décidé de faire un recours contre la mairie de Montrouge pour faire annuler cette décision. Cette décision, il avait quand même essayé de la cacher dans un sombre document du conseil municipal. Il se trouve que j'ai été la seule à le repérer. Mais bon, voilà. Et j'ai absolument aucun doute, parce que j'ai un très bon avocat, qu'on va gagner. Et que le maire, du coup, pourra enfin cesser de répéter tout le temps, ad nauseam, qu'il ne fait qu'appliquer la loi et rien que la loi, vu que c'est faux. Sur la petite enfance, ensuite, alors là j'ai beaucoup de choses à dire pour l'avoir suivi de très près depuis le début. Je vais essayer d'être brève, même si franchement l'ampleur du désastre me rend assez hors de moi, et l'inconséquence et l'irresponsabilité du maire encore plus. Ce qu'il s'est passé à Montrouge, les violences dont ont été victimes les enfants de la crèche Bambou, c'est un symptôme d'un secteur qu'on a progressivement laissé au privé depuis le début des années 2000 et dans lequel les logiques de profit non seulement ne fonctionnent pas, mais font du mal. La Maison Bleue, qui est donc le gros groupe qui gère la crèche Bambou à Montrouge, recevait des alertes en fait depuis des années, dans tous les sens sur cette crèche. Des parents qui les alertaient, qui essayaient tant bien que mal d'alerter la direction, des auxiliaires elles-mêmes, et même via le registre des incidents qui est obligatoire dans la crèche. Et la direction de la Maison Bleue a même reconnu que le registre des incidents était anormalement fourni. Mais rien n'a été fait jusqu'à ce que 2 personnes qui travaillaient dans la structure aient le courage d'aller en parler à la presse. Il n'y a que ça, visiblement, qui fasse bouger le maire et la Maison Bleue, c'est la peur d'un scandale. Les alertes, les dysfonctionnements, ça, c'est normal, apparemment. Le maire a refusé quand même de recevoir les parents concernés. Il a refusé de reconnaître que les dysfonctionnements qui sont liés à la recherche de profit, notamment, une chose très concrète, le personnel qui manquait, les directeurs et les directrices qui restaient pas plus de 6 mois avant de faire un burn-out,
la saleté des lieux, etc., pouvaient être autant d'indices de la violence qui régnait dans cette crèche. Et le pire dans tout ça, vraiment le pire, c'est que jeudi prochain, en conseil municipal, on va voter le principe de redonner la gestion de cette même crèche à la même entreprise qui était responsable des violences. Et il y a déjà des familles qui nous ont contactés, à qui on a attribué une place dans cette crèche, alors même qu'ils ne l'avaient pas demandé, pour la rentrée, et qui sont légitimement très inquiets de ce qui va se passer dans cette crèche. Et là où j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est que la mairie ne sache rien au moment où les faits sont révélés. Bon, déjà, j'ai du mal à y croire, mais bon, mettons. Mais une fois que les violences sont avérées, pourquoi est-ce qu'ils ne sanctionnent pas la Maison Bleue? Ils ont le pouvoir de sanctionner ce gestionnaire privé, et ils ne le font pas. Et y compris, ça reste entre nous et la caméra, au sein des services de la ville, ils ne comprennent pas pourquoi on n'a pas sanctionné ce délégataire. Et alors demain, donc la semaine prochaine, ils vont nous faire voter un contrat dans lequel il y a des sanctions renforcées. Mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Si on vote pour des sanctions renforcées, mais que de toute façon on ne les appliquera jamais, ça ne sert à rien. Donc toute cette affaire est une honte. Et non seulement, du coup, il n'y a aucune sanction pour la Maison Bleue, mais en plus, il y a un beau cadeau, qui est le renouvellement du contrat. Voilà. Donc ça, c'est sur le secteur de la petite enfance, mais en réalité, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre à travers tous les services. C'est les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre aussi au centre municipal de santé, où il y a quelques années, on avait 7 infirmières qui travaillaient au centre municipal de santé. En septembre, il en restera 2. Voilà. Donc les chiffres sont clairs. Il y a une volonté de supprimer l'aide à la santé pour les plus précaires et les plus démunis. Sans parler, évidemment, des conditions de travail qui sont assez déplorables du personnel. Parce que la réalité, c'est que s'il n'en reste plus que 2, c'est que les autres, on les a poussés à la sortie. Et au Centre communal d'action sociale, alors c'est un organe qui, dans son nom, vous l'entendez, qui est quand même censé être tourné vers l'aide aux plus précaires, et bien la charte que nous avons votée, qui donne les objectifs pour le CCAS, que nous avons votée au conseil municipal il y a 1 an de cela, ne mentionne même pas l'objectif de développement durable numéro 1 de l'ONU, qui est lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes partout. Donc, et tout ça parce que l'élu qui est en charge du CCAS ne savait pas qu'il y avait une définition légale de la pauvreté. Donc je lui ai filé le lien de l'INSEE, au cas où ça peut lui servir. Donc ces gens ne savent rien, et en plus, ils prétendent nous donner des leçons après. Je pense que cette histoire de charte est assez symptomatique de la mairie de Montrouge. C'est-à-dire qu'on est sur un centre communal d'action sociale, dont dans les objectifs, il n'inclut même pas la lutte contre la pauvreté. Je pense, pour moi, ça résume tout le fonctionnement de cette équipe de la majorité. Donc, j'espère que là, j'ai réussi quand même à esquisser le fait que tout ce que le maire fait, ce sont des choix idéologiques, même si lui, il répète tout le temps que ces choix sont rationnels. Et notre rôle à nous, c'est de débusquer en conseil municipal, mais aussi dans la rue, à votre rencontre, les faux-semblants et les discours tout cuits, la langue de bois qui voudrait que, apparemment, la densité serait heureuse à Montrouge, que les Montrougiens sont tous satisfaits de leur ville et de ses services publics. Alors nous faisons un choix inverse, on fait un choix d'un programme aux orientations idéologiques claires. Un programme qui existe déjà alors dans sa version nationale et que vous pouvez retrouver en ligne. Arnaud et Louise peuvent vous aider à le trouver en ligne si vous voulez. Et un programme qui sera décliné évidemment localement. Alors fort de notre expérience à l'Assemblée nationale pour Aurélien et au conseil municipal pour lui et pour moi, du travail qu'on avait déjà réalisé lors de la campagne en 2020 avec les écologistes, et du travail de consultation des associations que nous avons déjà entamé depuis janvier, notre objectif est de présenter un programme ambitieux dès octobre. Pour cela, nous avons aussi besoin de vous. Les orientations, vous les connaissez. Je ne vous surprendrai pas en annonçant qu'elles seront sociales, écologiques, démocratiques, féministes et antiracistes. Mais pour qu'elles soient populaires de bout en bout, nous voulons que tout le monde y participe. Et nous avons pour cela préparé une consultation en ligne à laquelle nous espérons que vous participerez toutes et tous et que vous ferez participer les gens autour de vous.
et dont nous restituerons les résultats au moment de la présentation du programme en octobre. Et vous trouverez le QR code sur le tract et à l'entrée pour participer à la consultation. Magnifique. Notre seule exigence à nous, elle est programmatique. Donc à partir d'octobre, commencera le travail de constitution de la liste. Nous proposons à toutes les forces politiques, associatives et à tous les citoyens et toutes les citoyennes qui seront d'accord avec le programme de nous rejoindre. Je ne vous cache pas qu'on a déjà quelques difficultés. Avant même de savoir sur quoi on s'engage, quel est le programme, les écologistes et les socialistes semblent être décidés à faire l'union sans nous. Pour notre part, la porte est toujours ouverte. Je leur dis ceci, parlons programme. Mettons-nous d'accord sur le fond et l'alliance viendra ensuite. Notre seule exigence, je l'ai dit et je le redis, est programmatique. Nous ne reviendrons sur aucune de nos orientations politiques pour un accord d'appareil qui ne peut qu'échouer à assurer un nouveau souffle à la ville qui est tant attendue. Nous avons pour cela 9 garanties programmatiques que vous retrouverez en ligne. À titre d'exemple, je vous en donne 2. Nous ne transigerons pas sur le retour à une régie publique pour les crèches. C'est fini, le privé pour les crèches. Plus de délégation. La santé des tout-petits, comme on dit, n'est pas une marchandise. Un autre exemple est que nous défendrons la paix dans le monde et la justice pour les peuples en soutenant bien évidemment un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et au Liban. Je le dis clairement en revanche, il n'y aura pas et il n'y aura jamais d'alliance avec Madame Juliette Miadel. Tout comme il n'y aura pas et il n'y aura jamais d'alliance avec la droite en général. Madame Miadel participe au pire gouvernement austéritaire de notre histoire. Aurélien vous a fait quand même la liste de tous les méfaits de ce gouvernement. Elle participe activement à un gouvernement qui minimise les violences à Betaram, entre autres horreurs. Et c'est Madame Miadel elle-même qui a évoqué l'affaire sur les plateaux télé en parlant de terrorisme de la transparence. Le message aux victimes, moi je trouve, est assez clair, c'est taisez-vous. Pour une ancienne secrétaire d'État aux victimes, c'est quand même fort de café. Madame Miadel n'aime le pouvoir que pour elle-même et nous n'avons rien en commun avec elle. Notre action à nous, notre ambition, est celle d'un collectif qui est dynamique et qui est compétent, qui est ouvert à toutes les bonnes volontés, à tous les habitants, à tous les âges, à tous les parcours de vie. Et notre objectif, c'est de rendre notre ville plus verte, plus juste et plus vivable. Et on fera tout ça ensemble.